Madame, Monsieur, bonsoir. Nous voilà réunis pour un nouveau moment fort de ces fêtes de Wallonie. Après la cérémonie officielle de la remise de la Gaillarde d'argent, c'était samedi soir au Théâtre Royal, avec pour lauréat les organisateurs du KIC Festival, un festival international des cultures numériques et créatives mené par deux Namurois. Faut-il le rappeler, cet événement rassemble tout de même des intervenants qui viennent du monde entier. Et voici à présent le traditionnel hommage à François Beauvais que rend le comité central de Wallonie. Nous sommes donc dans le jardin du gouverneur situé à l'arrière du palais provincial. Et cette année, l'orateur sera un journaliste namurois qui reviendra sur un moment important de notre démocratie, à savoir le vote accordé aux hommes âgés de 21 ans. C'était il y a tout juste 100 ans. Petite précision, on aura peu de représentants du gouvernement wallon puisqu'en fin d'après-midi, on annonçait la constitution du nouveau gouvernement MR écolo PS. Et on va donc, sans plus tarder, donner la parole au maître de cette cérémonie, Jackie Marchal, pour ses premiers mots d'accueil. Mesdames, Messieurs, chacune et chacun en vos titres, fonctions et qualités, au nom du Comité central de Wallonie, je vous remercie pour votre présence à cet hommage à notre président fondateur. Cette cérémonie s'inscrit traditionnellement dans les célébrations officielles des fêtes de Wallonie et à laquelle la jeunesse est associée. Il y a 96 ans, François Beauvais fondait le Comité central de Wallonie. En sa mémoire, nous nous rassemblons aujourd'hui, comme chaque année, devant cette plaque commémorative à son effigie. La cérémonie débutera d'abord par le lever des couleurs wallonnes. Le 20 juillet 1975, le Conseil culturel de la communauté française adopte comme emblème le drapeau wallon. En raison du changement de dénomination, puisque la communauté culturelle française est devenue la Communauté française de Belgique, un décret du 3 juillet 1991 réaffirme le coq hardi rouge sur fond jaune comme symbole. Et c'est le 15 juillet 1998 que le Parlement wallon choisit son drapeau qui, depuis 1913, est celui de la Wallonie. Excusez-moi. Il y a un problème. Là. Aujourd'hui, excusez-moi, la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a remplacé la Communauté française de Belgique, et la Wallonie dispose du même drapeau. Pendant le lever, le chant des Wallons est interprété en français par les élèves de 6e primaire de l'Athénée royal François Beauvais. Ce chant fut écrit en 1900 en langue wallonne par Théophile Bovy et mis en musique en 1901 par Louis Lié. Le Parlement wallon l'a adopté comme hymne officiel de Wallonie par décret du 23 juillet 1998. J'invite M. Éric Adam, président du comité central de Wallonie, accompagné d'un 6 scouts, à lever les couleurs wallonnes. Nous sommes fiers de notre Wallonie.
parole est à Madame Annie Delfosse, membre du comité central de Wallonie. Elle est aussi et surtout professeure de français à l'Athénée royal. Durant l'année scolaire dernière, elle a initié et réalisé avec ses élèves le film La Brigade Bovès. Annie Delfosse va donc évoquer François Bovès. Mesdames, Messieurs, septembre est de nouveau de retour. Avec lui revient à Namur l'évocation d'un des hommes les plus enracinés à la terre qu'il a vu naître, un homme qui, peu après la Première Guerre mondiale, lui exprimait son plus profond attachement lors d'un discours prononcé à Gembloux, à l'attention de ses amis wallons du Parlement. Si vraiment je m'étais trompé, si quelques jours la Wallonie m'abandonnait, moi, je vous jure que je ne l'abandonnerai jamais. Par ces mots, François Bovès avait scellé un pacte avec l'autre élu de son cœur, la seule avec laquelle Juliette, son épouse légitime, accepta de le partager parce qu'elle respectait le lien indéfectible qui unissait la Wallonie à son homme. Un homme dont les rêves d'adolescent étaient peuplés de vers et de rimes, de notes et de rythmes. C'est qu'il était né poète, notre François. Ses premières strophes lui furent inspirées par les grappes de fleurs de la glycine cascadant sur les murs de l'Athénée Namur, où il fit ses études secondaires. Puis, ce fut autour des vieilles pierres de sa ville, de ses collines avoisinantes et de ses cours d'eau, la Sambre et la Meuse, de nourrir ses émotions avant d'être magnifié par sa plume, tantôt gourmande, tantôt flamboyante. S'il était né poète, François Bovès était aussi né comédien et chanteur. Il était doté, disait-on, d'une voix dont le timbre charmait l'oreille. Au lendemain de la représentation de 2 revues qu'il avait écrites avant de les jouer au théâtre de Namur en février 1910, le journal La Province rapporta dans ses colonnes « Tout naturellement comme l'oiseau, il chante ce qu'il veut, n'importe quoi, une chanson ou bien la cavatine de la Juive, un grand opéra à la française du XIXe siècle. » François Bovès, ajouta le journaliste, arrive à donner à la phrase musicale une beauté profonde vraiment pathétique. Bien qu'il ait eu du talent et qu'il ait aspiré à triompher au théâtre ou à l'opéra, c'est sur d'autres scènes que le chantre wallon connaîtra le succès. D'abord, sur la scène de la politique communale, où de 1927 à 1929, il occupa les fonctions d'échevin de l'état civil et celles dans lesquelles il allait pouvoir conjuguer passion et travail, les fonctions d'échevin des beaux-arts. Quelle aubaine pour les artistes et les esprits cultivés de la cité du Biabouquet. Quelle chance surtout pour sa classe populaire, car l'homme de lettres était aussi un homme de valeur, c'était un humaniste. Habité par l'esprit libéral qu'il résumait à la quête d'un bonheur simple pour tous, François Bovès usa de ses pouvoirs pour que bourgeois comme prolétaires puissent s'ouvrir au monde et se laisser toucher par le beau, en fréquentant les salles des théâtres et des cinémas, les ateliers des académies de musique ou de peinture. Parce que ce qui élève l'esprit est tout aussi utile que ce qui assure la vie matérielle, affirma-t-il. Quand en 1931, il arriva sur la scène politique nationale, François Bovès endossa tour à tour d'autres rôles à sa mesure, celui de ministre des PTT ou encore celui de ministre de la Justice. Le public de la Belgique découvrit ainsi les talents de l'artiste namurois devenu homme d'État. Lors de son passage au ministère des Lettres et des Arts, ses concitoyens retinrent de lui son souci de mettre l'art à la portée de tous. Il y parvint en convainquant ses partenaires du gouvernement de presque tripler les crédits octroyés au théâtre de la Monnaie et à l'Opéra flamand d'Anvers. Dans la foulée, il obtint que les élèves puissent assister à des représentations données le samedi après-midi dans ces lieux, car pour Bovès, les spectacles constituaient de précieux outils de formation, des outils qu'il amena dans les classes par le biais de la radio. Cet accès à la culture pour tous bouscula quelque peu les habitudes des pédagogues. Et ce ne fut pas la seule révolution que le ministre des Arts et des Lettres, à la tête également du ministère de l'Instruction publique, mena sur le terrain de l'école. En matière d'enseignement, François Bovès était un visionnaire. En 1935 déjà, dans sa réforme de l'enseignement primaire, il encourageait les instituteurs à développer l'identité culturelle de leurs élèves et à donner du sens à leurs apprentissages. Il faut, préconisait-il,
que l'éducation prenne comme point de départ et comme centre constant de ses préoccupations l'enfant avec ses besoins, ses tendances, ses instincts, en un mot, ses intérêts. Éclairé par le flambeau des Lumières, le ministre namurois esquissa dans le même temps les contours de la toujours actuelle éducation à la citoyenneté. L'école se doit d'exercer une action éducatrice, de stimuler les intérêts, de révéler des valeurs, enfin, de provoquer la libération spirituelle et l'élévation de l'âme, déclarait-il avant d'ajouter « Nous voulons faire de nos enfants non des puits, mais des sources jaillissantes et les préparer au gouvernement de leurs pensées comme à celui de leur conduite. » Après un deuxième passage au ministère de la Justice, François Bovesse mit un terme à sa carrière politique et revint à Namur où il enfila le costume de gouverneur. Puis, quand les projecteurs de la Seconde Guerre mondiale s'allumèrent sur la Belgique, il joua ce qui allait être son dernier grand rôle, le rôle de résistant. Au petit matin du 1er février 1944, le rideau de l'histoire tomba définitivement sur la vie de l'artiste engagé namurois. Cette tragédie, inspirée de la haine des écrivassiers à la botte du régime nazi, brisa certes la carrière de l'un des partenaires belges de la démocratie, mais elle ne parvint jamais à effacer de l'affiche du théâtre des grands hommes le nom de François Bovesse. Parce qu'il avait du talent, lui, notre François, parce qu'il était un homme de parole et de cœur, et parce qu'il permit à chacun de ses compatriotes de fouler les planches de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Vive la Wallonie! Merci, Madame Delfos. Vient maintenant le temps du recueillement. Un membre du comité central de Wallonie et un ancien chasseur ardennais vont symboliquement déposer au nom de tous une couronne sous la plaque commémorative à François Bovesse, apposée en 1960 au pignon de la Halle Alcher et depuis 2016 dans ce jardin. Le médaillon, avec son portrait gravé de profil, est l'œuvre de Guido Gassi, un artiste d'origine italienne dont les parents se sont installés à Namur en 1905. À l'appel de leur nom, les personnalités suivantes vont donc bien s'avancer et piquer dans cette couronne une gaillarde. Cette fleur champêtre qui servit aux révolutionnaires de septembre 1830 et qui, par décret du 3 décembre 2015, fait l'objet d'une reconnaissance officielle comme symbole de la Wallonie. Au nom du gouvernement wallon, M. Pierre Pirard, chef de cabinet adjoint, représentant le ministre-président, M. Willy Borsu. En sa qualité de gouverneur de la province de Namur, M. Denis Matem. Au nom de la province de Namur, le président du conseil provincial, M. Philippe Bulto, accompagné du député président du collège, M. Jean-Marc Van Espen. Au nom de la ville de Namur, Madame Anne Berzin Eichfin, représentant le bourgmestre M. Maxime Prévost.
en sa qualité de députée du Parlement de Wallonie, Madame Gwenaëlle Grovonius. Au nom de la famille de François Bovès, son petit-fils, M. Jean-Louis Clause. Au nom du comité central de Wallonie, son président, M. Éric Adam. Au nom du collège des comités de quartier de Namur, son président, M. Étienne de Thiers. Musique au chant. Cette année, le comité central de Wallonie a invité à cette cérémonie Sacha Daout, diplômé en journalisme et communication de l'Université libre de Bruxelles et journaliste à la RTBF. Depuis septembre 2016, il est aux commandes et à la présentation de l'émission politique de la RTBF, à votre avis. Le fait historique de cette année, c'est le scrutin de novembre 1919, voici donc 100 ans, qui est le premier à accorder une voix, et une seule, à tous les hommes âgés de 21 ans. Une belle occasion d'aborder le comportement de la population face à la démocratie élective qui s'est progressivement imposée dans la plupart des États modernes et la défiance qui existe aujourd'hui entre le monde politique et les citoyens. Je vous invite à écouter M. Sacha Daout. Madame, Monsieur, le 26 mai dernier, les hommes et les femmes en âge de voter de notre pays ont exprimé un choix. Il a été, et je ne vais pas y revenir, très différent au nord et au sud du pays. Mais il a surtout été le symbole
d'un fossé de plus en plus profond qui se creuse entre le monde politique et le citoyen. 8 200 000 Belges ont été appelés aux urnes, 1 400 000 ont voté blanc ou nul. Cela représente 17% de la population. Un Belge sur 6, aujourd'hui, affiche donc une réelle distance, quand ce n'est pas un profond dégoût à l'égard du monde politique. Ces électeurs désabusés constitueraient aujourd'hui, en termes de voix, un parti puissant, très puissant, plus puissant encore que la NVA elle-même. Il y a 100 ans, on accordait aux citoyens âgés de 21 ans le droit de vote. Les luttes souvent sanglantes, parfois mortelles, qui ont mené à cette évolution semblent aujourd'hui avoir été gommées des esprits de ces abstentionnistes. Le vote est un droit, mais il est aussi un devoir. Un devoir de mémoire d'abord que l'on doit à ces hommes et ces femmes qui ont lutté, perdu leur vie aussi, pour mettre fin aux inégalités des suffrages archaïques que nous avons connus. Censitaires, capacitaires, machistes, le droit de vote a été trop injuste, trop longtemps. Se souvenir de ce qu'il a été et surtout de ce qu'il ne doit plus jamais être, c'est donc un devoir qui impose de respecter un droit. Un devoir encore parce que le vote, c'est un choix qui va bien au-delà d'une affinité que l'on peut avoir avec un parti ou un candidat. C'est un choix de société qu'il est fondamental de poser aujourd'hui. Le paradoxe des abstentionnistes, vous le savez, c'est qu'ils ne votent pas, mais ce sont eux les plus virulents à critiquer celles et ceux qui ont été élus démocratiquement. Mais ces hommes et ces femmes qui ne posent pas de choix ou qui souillent les bulletins d'un message rageur, ces citoyens donc, sont-ils de simples électeurs perdus dans leur certitude aigrie? Eh bien, il serait très maladroit de les estimer simplement comme cela. Le mouvement de colère des Gilets jaunes a démontré à suffisance qu'un germinal des temps modernes est encore peut-être à nos portes. Il y a un an, cette rage inattendue est sortie dans nos rues. Maladroit dans son organisation, ce mouvement a, c'est vrai, démontré qu'il existe une réelle proportion de la population qui se dit aujourd'hui à bout de souffle. Et à ces manifestants de l'hiver dernier, le monde politique belge a donc répondu à l'occasion de la campagne électorale par une incroyable collection de promesses. Et à ce jour, aucune, je dis bien aucune, n'a été mise en place. On me répliquera qu'il faut du temps pour un compromis à la belge. On me répliquera qu'il n'était pas possible d'agir parce qu'un gouvernement minoritaire n'a pas beaucoup de pouvoir. On me répliquera qu'il faut donc le temps de négocier. Il faut me dire aussi que tout cela se passe dans des salles secrètes de négociation. On va finalement discuter du pouvoir d'achat des Belges. Oui, mais quand? L'hiver est à nos portes et certains de ces gilets jaunes guettent aujourd'hui avec anxiété le niveau de leur cuve à mazout. Il y a un an, on leur a promis que ça irait mieux. Aujourd'hui, rien n'a changé. Peut-on donc en vouloir à ces écorchés de ne plus croire dans notre système démocratique? N'est-il pas temps de considérer qu'une des urgences, c'est précisément de restaurer la confiance? N'est-il pas temps de considérer qu'un électeur, c'est d'abord et avant tout un citoyen qui choisit de croire que sa voix va compter, qu'elle sera prise en compte, coûte que coûte, dans une négociation qui va s'intéresser d'abord au bien-être de la population, avant de s'intéresser à des répartitions de compétences. Tout ceci est, je vous l'accorde, un peu caricatural. Mais attention de ne vraiment pas sous-estimer le niveau de défiance et de désillusion d'une partie des citoyens. Il faut les convaincre aujourd'hui que ça va changer, qu'on les respecte, qu'on respecte leur vote. Il y a quelque temps, on a tenté de nous expliquer via les médias qu'une majorité minoritaire, que moins de 50% des votes, cela représente donc la majorité. Même les médias les plus aguerris y ont perdu leur latin. C'est donc au monde politique de convaincre maintenant de sa sincérité, de montrer sa volonté de réenchanter la démocratie et de répondre très vite et par une volonté de faire à ce parti aujourd'hui si puissant qu'est l'abstentionnisme. Le monde politique belge, croyez-moi, je le fréquente et je le sais capable de relever un tel défi. Et sans doute plus que jamais, car ce monde-là n'est pas composé, contrairement à ce que l'on lit sur les réseaux sociaux, de tous pourris. C'est bien plus que ça. Car s'engager, se porter candidat en politique, c'est sans doute la plus belle démarche citoyenne qui puisse exister aujourd'hui. Car les femmes et les hommes politiques de notre pays, on l'oublie trop souvent, ce sont d'abord et avant tout des citoyens. Des citoyens qui veulent faire bouger les choses pour vous et pour moi. Un siècle donc après cet énorme progrès démocratique qui accordait une voix aux hommes et aux femmes de 21 ans, 1 400 000 Belges doivent reprendre le chemin de la démocratie élective. Et c'est donc, je le répète, au monde politique, dans tout ce qu'il peut avoir de volonté et d'acharnement à servir le citoyen, c'est au monde politique de tracer cette route-là. Les votes qui reviendront dans les urnes ne seront pas, et je le crois avec une grande fermeté, ne basculeront pas vers les partis populistes, ne basculeront pas vers l'extrémisme. Mais ils seront d'autant plus axés vers les partis démocratiques que ces partis
auront bel et bien tenu leurs promesses. Le combat contre le populisme n'est certainement pas perdu, mais il faut le mener bien mieux que ce qu'on le fait aujourd'hui. Les discours simplistes et les raccourcis faciles ne sont pas imbattables, mais il ne suffit plus de les dénoncer. Il faut plus que jamais les mettre à mal par une attention accrue aux besoins des citoyens, et surtout des citoyens les plus démunis. Pour les nouvelles majorités qui s'annoncent et pour celles qui viennent de voir le jour aujourd'hui, il ne suffira pas dans les années à venir d'entendre le désarroi. Il faudra l'écouter. Ne plus suffisamment entendre, mais écouter, agir et comprendre. Je vous remercie. Merci, Monsieur Daoud. Écoutons maintenant Le Temps des cerises. Cette très belle chanson d'amour dont les paroles furent écrites en 1866 par Jean-Baptiste Clément et la musique composée par Antoine Renard en 1868. On l'associe à l'insurrection communarde de 1871, son auteur étant lui-même un communaire. Jean-Baptiste Clément a écrit cette chanson lors d'un voyage vers la Belgique et en 1882 l'a dédiée à une certaine Louise, une ambulancière morte sur les barricades. Le Temps des cerises, cher à François Bovesse, véhicule une certaine nostalgie et une idée de gaieté populaire. Il sera interprété dans sa version musicale à l'accordéon par Olivier Cap, professeur au Conservatoire de Tamine, accompagné de la clarinettiste Naomi Jaunet. Cette année encore, c'est à François Bovesse lui-même que nous donnons la parole. Ses nombreux discours et prises de parole en diverses occasions sont source de réflexion pour chacun d'entre nous. Le 27 décembre 1935, François Bovesse, alors ministre de l'Instruction publique, prononce au micro de l'INR, ancêtre de la RTBF, un discours portant sur l'éducation nationale de la jeunesse. Émilie Costagano, élève de rhétorique à l'Athénée Royal, va nous lire des extraits de ce discours prononcé par François Bovesse en 1935, que je vous invite à écouter très attentivement.
Vous y découvrirez des propositions sur la bonne manière d'enseigner aux jeunes de l'époque qui nous font étonnamment penser à celles qu'aujourd'hui d'aucuns tentent de mettre en place à travers un pacte pour un enseignement d'excellence de la jeunesse qui, nous dit-on, n'est pas une énième réforme de l'enseignement. Je donne maintenant la parole à Émilie Costagana. L'éducation nationale de la jeunesse. Tel est le sujet que je vais, en trop peu de minutes, tenter de développer. C'est la fierté de leur sol, de ce qu'il a produit au cours des âges, que je voudrais, pour ma part et avant toute chose, voir inculquer à nos jeunes. Non point pour leur donner quelques sots orgueils et leur mettre dans la tête qu'ils constituent la race élue. Bien sûr que non. Mais pour les imprégner de ce sentiment qu'ils doivent être dignes de leurs ancêtres, de leurs devanciers. Je souhaite donc, à l'usage des petits Belges, une histoire plus orientée dans le sens que je viens d'indiquer. Et je demande que l'école ouvre largement ses fenêtres et ses portes sur la vie. J'ai la conviction profonde que l'on peut lire beaucoup d'histoires sur une vieille muraille et pieusement communier avec l'âme du passé, en méditant au pied d'une tour romane ou devant une façade finement ouvragée. Là, des Belges, des femmes et des hommes de chez nous ont œuvré, peiné, pleuré, aimé, chanté, souffert. À ce créneau, des soldats ont veillé. Sur ces dalles, des enfants ingénus se sont agenouillés. À cette fenêtre, une belle fille a souri, qui fut notre très arrière-grand-mère. Ah, sans doute, ne manquera-t-on de me dire « Tout cela est bel et bon, mais que faites-vous de la connaissance précise, de la date et de l'événement, du devoir et de la leçon, de l'examen à passer et de la place à conquérir ? Qui vous parle de les supprimer d'un trait de plume ? Ils ne doivent être que des moyens et non des fins. Et puis, d'un côté, il y a l'instruction que je voudrais absolument moins livresque et plus humaine. Et de l'autre, il y a l'éducation, c'est-à-dire la formation que je souhaite moins étriquée, plus aérée. Et j'ai grand-peine quand je songe à ces milliers et ces milliers d'écoliers auxquels on assigne comme un but parfait de leur enfance de connaître très exactement, étroitement, ce que dit le professeur et ce que contient le manuel comme idéal de leur existence d'homme, de réussir tel concours au champ limité et de vivre ensuite leur vie dans le cadre fermé d'une fonction où ils seront la ponctualité adéquate et anonyme. De l'air, de la lumière, la fenêtre ouverte sur le monde, dut-on casser quelques carreaux, la fenêtre ouverte sur le passé, mais aussi sur le présent, sur la nature, sur les gens et les hommes de chez nous. Veut-on une éducation nationale de la jeunesse belge, mais qu'on la prenne par la main, et s'il s'agit des enfants de la Wallonie, qu'on leur joue du Grétry et du Franck, qu'on leur lise du Froissart, qu'on les trempe de l'air des Fagnes, et que leurs yeux soient pleins de la couleur de nos champs de bruyère. Au sommet de Frahan, ils regarderont la Semois, au pied de Walzin, la Lesse, au-dessus des fonds de Coireux, l'Amblève, et partout, la Meuse, l'Amoureuse, que l'on n'oublie plus quand, quelques jours, on a su l'aimer. Qu'on les conduise, nos enfants, dans nos forêts, dans nos plaines, dans nos cités et dans nos villages, qu'ils se mêlent aux paysans traçant le sillon, aux ouvriers de Constantin Meunier, aux mineurs, aux pudeleurs, aux verriers, aux tisserands et aux dentelières, qu'ils regardent, qu'ils contemplent, qu'ils comprennent, flamands et wallons réunis et mêlés, les hommes et les choses de chez nous, et ils les aimeront, et ils voudront servir la patrie. La patrie que forment tous ensemble, paysages et paysans, gens des champs et des bourgs, collines et terres,
Forêt lourde de silence, ville au bruit de cymbales, ouvriers noirs et rouges sous la houille et la flamme, vaisseau lourd de richesses voguant sur les flots pesants, barques claires dansant sur les eaux légères, tous ensemble, gens et choses de chez nous. Merci. Merci, Émilie. Dans son discours, Boves évoquait Grétry. André Ernest Modeste Grétry est un compositeur liégeois, puis français. Né à Liège en 1741 et mort à Montmorency en 1813. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise à Paris, tandis que son cœur est rapatrié à Liège en 1842. C'est un compositeur particulièrement prolifique et l'un des musiciens les plus prisés du XVIIIe siècle. Il compose une quinzaine d'opéras, plus de 40 opéras comiques, des œuvres instrumentales, vocales ou encore sacrées. Les moins de 20 ans ne s'en souviennent forcément pas, mais entre 1980 et 1996, le rector du billet de 1000 francs belges affichait son effigie. Julien Devos nous interprète au violon Dieu d'amour, tiré de l'opéra comique Les mariages samnites, créé à Paris en 1776 par André Modeste Grétry. La Fraternelle royale des chasseurs ardennais va maintenant piquer une gaillarde en hommage à François Boves, qui fut un des artisans de la création des unités de chasseurs ardennais. Il fut en effet l'un des rares hommes politiques belges de l'époque à avoir prôné le renforcement de la défense de notre frontière par des unités mobiles. Après ce geste de reconnaissance, la marche des chasseurs ardennais terminera cet hommage officiel. La marche a été composée en 1938 par le lieutenant André Wilmet et les paroles sont du frère Mélage, poète de l'Institut Saint-Berthoin de Malone.
Je remercie Olivier Cap, Noémie Jaunet, Julien DeVos et la musique royale de la police pour leur accompagnement musical. La musique royale de la police de Namur interprète maintenant les biabouquets. Après quoi, vous pourrez déguster un péquet en toute convivialité, mais je vous demanderai quand même, sait-on jamais, de conserver votre verre en cas de repasse et de ne pas le déposer n'importe où. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et votre participation et bonne fiesta di Wallonie à Torto. Voilà, après ce vibrant biabouquet, vous avez vu que les jeunes de l'Athénée Royal François Beauvais entonnaient avec beaucoup d'enthousiasme ce biabouquet. On va se quitter ici. J'en profite tout de même pour vous rappeler que vous pouvez également nous suivre en TV et sur les réseaux sociaux. Parmi les grands rendez-vous, nous serons en direct TV pour le discours du Mailleur samedi matin. Pour les Walloniades, la réception des parlementaires wallons au Théâtre Royal est toujours samedi. Et puis dimanche, pour la cérémonie d'hommage au cimetière, la réception au Palais Provincial, le combat des échasseurs et bien évidemment la messe en wallon qui, elle, sera diffusée lundi en direct dès 10h. Et j'insiste bien sur l'heure, ce sera bien à 10h en direct. Et nous serons également présents sur Facebook et les autres réseaux sociaux en direct en plein cœur des fêtes. Suivez-nous et surtout réagissez. C'est ça aussi la force des réseaux sociaux. Voilà, tout est dit. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous tous et toutes.